le réflexe tonique labyrinthique, RTL pour les intimes, un des réflexes les plus populaires. Alors bienvenue au podcast Connexion Primordiale dans la série En balade avec Paul, où on passe en revue ces derniers temps les différents schèmes, réflexes qu'on utilise en IMP, et le RTL c'est vraiment un des schèmes les plus fameux. Qu'est-ce que c'est que ce réflexe tonique labyrinthique? Alors en fait on devrait dire les réflexes toniques labyrinthiques, puisqu'il y en a deux, le RTL en flexion et le RTL en extension. On va les étudier tous les deux, on va expliquer un peu leur rôle et leur connexion avec les autres réflexes, etc. etc. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai déjà évoqué énormément, j'ai déjà fait une dizaine ou une quinzaine de podcasts sur différents réflexes et j'ai régulièrement évoqué ce RTL parce que c'est difficile de ne pas en parler tellement il a des interactions avec beaucoup d'autres réflexes. Et pour cause, comme son nom l'indique, réflexe tonique labyrinthique, il organise le tonus musculaire en fonction des entrées vestibulaires. Alors, expliquons ça. En gros, le tonus du corps d'un bébé va changer selon qu'il est mis sur le ventre ou selon qu'il est mis sur le dos, selon que sa tête est en flexion ou selon que sa tête est en extension. Il y a donc un lien entre les informations reçues par le système vestibulaire, je suis sur le dos, je suis sur le ventre, et le tonus des muscles du corps. En gros, c'est très simple. Quand je prends le bébé et que sa tête se met en flexion, eh bien il met ses membres en flexion, bras et jambes. Quand en revanche la tête du bébé part en extension, eh bien il va faire une extension des bras et des jambes, il va ouvrir différemment bras et jambes. Donc il y a une modification entre chaîne antéro-postérieure, entre flexion de la tête entraîne flexion des membres, extension de la tête entraîne extension des membres. Ce qui permet d'ajuster, en définitive, le tonus du corps du bébé selon qu'il est placé sur le dos, tête plutôt en extension, ou sur le ventre, tête plutôt en flexion. Dans le ventre de notre mère, n'existe, puisque le RTL apparaît très tôt, n'existe que le RTL en flexion. C'est en fait lui qui fait qu'on maintient la position dite fétale. La position fétale, où le bébé, vous savez très bien ce que c'est que la position fétale, où le bébé a la tête fléchie et les membres fléchis, cette position en boule est maintenue par un réflexe qui fait que le tonus musculaire reste actif à l'avant du corps et s'appelle le réflexe tonique labyrinthique, justement, c'est lui. Et donc normalement, pour un développement sain de l'embryon et puis surtout du fœtus après, il faut avoir cette position-là. En effet, le bébé ne pourra pas naître, il ne pourra pas venir au monde s'il n'a pas cette position-là. Ce sera impossible. Alors de nos jours, évidemment, on ferait une césarienne si on s'aperçoit que l'enfant n'est pas capable de garder cette position, sachant que, en fait, quand les enfants n'arrivent pas à garder cette position, c'est qu'on est toujours en présence d'une situation de handicap. Infirmité motrice d'origine cérébrale ou d'autres types de handicap. Donc ce réflexe tonique labyrinthique en flexion, c'est lui qui maintient finalement la position fétale tout le long de notre développement. Alors en plus, ça apparaît très tôt, au 2e mois, à 12 semaines in utero. C'est ça qui assure cette position appropriée dans la matrice. Alors, ce qui va se passer, c'est que le bébé, lors de la naissance, par voie basse, il va engager sa tête dans le bassin, et pour passer, par la force des choses, sa tête va faire une très forte extension. Et à ce moment-là, tout son corps va passer en extension. Il va être aidé à aller vers cette extension grâce à un réflexe comme le réflexe de Moro. Et donc, le RTL, dans sa phase d'extension, apparaît, dit-on, au moment de la naissance, par voie basse. Et à ce moment-là, le bébé aura à sa disposition les chaînes de flexion antérieures et les chaînes d'extension postérieure et pourra progressivement, au fur et à mesure évidemment des semaines et des mois, organiser son tonus corporel entre l'avant et l'arrière. D'ailleurs, on dit avant-arrière, certaines personnes disent RTL avant, RTL arrière. Je trouve que c'est une mauvaise traduction et que la traduction adéquate, c'est plutôt RTL F, RTL E, RTL en flexion, RTL en extension.
Mais bon, on comprend quand même l'idée. Alors évidemment, le bébé, il a d'abord la flexion, et c'est logique parce que c'est la flexion qu'on doit garder dans le ventre de notre mère, mais ensuite doit apparaître l'extension, parce que si l'extension n'apparaissait pas à un moment donné, sous forme de réflexe, le bébé resterait toujours en flexion, y compris après la naissance, et n'irait jamais se redresser, ne pourrait pas s'asseoir, ne pourrait pas se mettre debout, et ne deviendrait pas pleinement humain. Donc ça, c'est essentiel. Alors évidemment, rien que le titre réflexe tonique labyrinthique nous dit beaucoup de choses. Il nous dit déjà que c'est un réflexe. Bon, comme tous les réflexes, on sait ce que ça veut dire, ça se fait automatiquement, sans que la volonté n'agisse. Et on dit qu'il est tonique, donc ça veut dire que ça affecte le tonus des muscles, il y a une réaction musculaire, mais suite à quoi? À une stimulation labyrinthique. Et le labyrinthe, c'est ce qui se passe dans l'oreille interne, c'est ce qui nous informe de la position de notre tête dans l'espace, en quelque sorte, des mouvements que nous faisons, d'inclinaison, de rotation, de flexion, d'extension. Il y a ce qu'on appelle dans l'oreille interne différentes choses, dont les fameux canaux semi-circulaires qui sont orientés dans 3 directions différentes de l'espace et qui informent en permanence notre système nerveux des mouvements que nous effectuons. Et il y a aussi d'autres mécanismes sur l'accélération et le freinage, en quelque sorte, qui existent au niveau de l'oreille interne, mais le RTL est plutôt associé à ces canaux semi-circulaires, et en particulier celui qui est responsable des mouvements de flexion-extension. Et c'est logique, parce que dès que je vais pencher la tête étant extrêmement lourde chez nous, vous savez, une tête, ça pèse 5 kg à peu près. Donc c'est très lourd, on a cette tête qui est en haut de notre corps, et dès que je bouge la tête dans une direction, en particulier vers l'avant ou vers l'arrière, il faut que toutes mes chaînes antéro-postérieures kinétiques s'organisent pour pas que je tombe et que je perde l'équilibre, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Dites-vous bien que si c'est vrai pour nous, c'est encore plus vrai pour le bébé. Pourquoi? Parce que le bébé, il naît avec une tête énorme. Et figurez-vous que la tête du bébé représente un tiers du poids de son corps. C'est gigantissime, un tiers du poids du corps du bébé. Imaginez-vous que vous fassiez 60 kg, c'est plus facile pour moi pour faire la division. Un tiers de 60 kg, c'est 20 kg. Imaginez donc que vous ayez une tête de 20 kg. Donc si vous faites 50 kg, un petit peu moins. Si vous faites, comme moi, plus de 60 kg, encore un peu plus. Donc ça sous-entend que pour la plupart des gens qui m'écoutent, il faudrait mettre sur la tête une quinzaine de kilos pour reproduire l'idée. Donc imaginez un haltère de 15 kg que vous mettez sur votre tête et vous devez bouger votre tête dans tous les sens. Évidemment, ne le faites pas, vous vous briserez les cervicales et vous vous retrouverez à l'hôpital ou mort. Évidemment, ne faites pas ça. Mais imaginez un haltère, c'est lourd 15 kg, sur la tête, et vous bougez votre tête avec ça. Et c'est ce que fait le bébé, c'est ce que doit faire le bébé. Et quand il bouge, donc on ne s'étonne pas qu'à la naissance, il ait énormément de mal à soutenir sa tête. Et c'est incroyable, parce qu'en 3 mois, il va être capable de soutenir sa tête, c'est-à-dire qu'il va avoir une musculature du cou phénoménale qui va se mettre en place. Et le moindre mouvement au niveau de la tête engage toute une sorte de gainage dans tout le corps, en avant du corps et en arrière du corps. C'est-à-dire toute la colonne vertébrale doit se gainer en profondeur, y compris les abdos, quand on parle gainage évidemment, y compris les abdos et le diaphragme et tout un tas de choses vont s'activer dès qu'on bouge la tête. Et donc, dès qu'il y a le moindre déplacement reçu par le système vestibulaire, on doit organiser les choses au niveau musculaire. Et en particulier, ça va être méga important dès qu'on va se mettre debout pour ne pas tomber, évidemment. Donc ce RTL est absolument majeur dans notre développement corporel. Et on va voir, comme pour 100% des réflexes, c'est bien plus qu'un développement corporel, puisque l'alphabet du mouvement, c'est aussi, je me répète encore et encore, épisode après épisode, l'alphabet moteur, c'est aussi un alphabet cognitif, c'est aussi un alphabet émotionnel, et on va voir ces connexions dans un instant. Donc le RTL, il émerge très tôt, en flexion, et la version extension apparaît au moment de la naissance, et puis ils vont fonctionner de conserve, comme ça, pendant des mois et des mois et des mois, jusqu'à temps que l'enfant ait plein d'expériences motrices. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'enfant il court, il saute, il grimpe, il joue, il bouge, et surtout il fasse un mouvement essentiel, il se retourne au sol, dos, ventre, ventre, dos, pour organiser ces chaînes kinétiques antéro-postérieures et pour organiser l'ensemble de son système vestibulaire avec son système
moteur global, musculaire, etc. Et donc, vous voyez bien que le RTL influence toujours le bébé quand il se met debout et qui commence à faire ses premiers pas. C'est encore très branlant, très incertain comme mouvement. Au bout d'un an, à 2 ans, ça y est, il court quasiment. À 2 ans, il court, il commence à bouger plus. À 3 ans, il va sauter, etc. Donc, on estime qu'en général, le RTL s'intègre pleinement vers 2-3 ans. Ce qui fait de lui un des réflexes les plus longs, actifs le plus longtemps au niveau de notre développement. Alors, il nous fait penser, si vous avez écouté l'épisode sur le réflexe de Landau, au réflexe de Landau, qui est ces extenseurs qui vont s'activer quand on met le bébé sur le ventre, où il va se redresser, activer ses extenseurs, et évidemment, le Landau va participer au travail du RTL, enfin, ils vont travailler conjointement, comme on l'avait expliqué dans l'épisode sur le réflexe ou la réaction de Landau. Évidemment, le RTL, c'est un réflexe archaïque, c'est pas un réflexe de vie, Dieu soit loué, sans quoi dès qu'on penche la tête, on tomberait, on fléchirait en avant, dès qu'on met la tête en arrière, on partirait en arrière. À un moment donné, il faut développer cette indépendance tête-corps, et que, en fait, mon système nerveux anticipe tous les mouvements que je vais faire. En fait, c'est ça qui est le génie de fonctionnement de notre corps. Notre cerveau est un organe d'anticipation. Je vous donne un exemple. Si vous avez un ou une serveuse dans un restaurant qui a un plateau avec des tas de verres, et vous voyez, typiquement, ils ont plein de verres, et puis ils arrivent à votre table, et puis ils vont poser les verres de bière, de vin, d'eau, de tout ce que vous voulez devant chacun, et prennent les verres les uns après les autres qui sont sur le plateau, et puis ils les posent. Aucun problème, tout le monde trouve cette situation totalement normale. Il retire les verres de son plateau les uns après les autres pour les poser devant les différents, je ne sais pas comment on dit, convives, clients du restaurant. Figurez-vous que si, pendant qu'il ne regarde pas, vous voulez accélérer, vous voulez l'aider, vous prenez un verre discrètement du plateau pour le poser devant vous, comme dans un geste gentil pour vouloir l'aider, eh bien le plateau va se casser la figure, parce qu'il n'avait pas anticipé ce mouvement de retrait de ce verre, et tout le plateau se casserait la figure. Et donc on ne peut pas aider comme ça. Et oui, parce qu'en fait, à chaque fois que j'enlève un verre, mon corps va prévoir ce déplacement-là, va gainer mon corps d'une certaine manière, toutes mes chaînes kinétiques debout, et surtout toute la musculature au niveau de ma main va s'organiser droite, gauche, avant, arrière, pour anticiper ce qui va se passer au moment où j'enlève le verre. Et donc si je le fais à l'insu de la personne, il ne peut pas anticiper, et le plateau va se déséquilibrer. Donc en fait, la posture, ce sont des micro-ajustements sans cesse prédits par notre cerveau. Mais évidemment, pour passer du bébé qui fait ses premiers pas à la serveuse, serveur, qui sont capables, comme ça, de déposer des verres les uns après les autres sans que le plateau tombe, il a fallu des années de pratique. Pratique de quoi ? Eh bien, de la proprioception, du travail proprioceptif, c'est-à-dire de la capacité à percevoir notre corps dans l'espace et ensuite à l'organiser pour faire un mouvement, ce qui s'appelle la kinesthésie. Kinesthésie, c'est notre capacité à bouger. La proprioception, c'est de percevoir notre corps et sa position dans l'espace. Donc si je ferme les yeux, je peux avec le bout de mon doigt toucher le bout de mon nez, grâce à mon sens proprioceptif. Pour bouger, c'est le cas de poser les verres sur la table, eh bien, je dois utiliser mon sens kinesthésique, c'est-à-dire je dois combiner différentes informations. L'information visuelle, sans quoi je ne pourrais pas attraper le verre, je vois où est le verre et ma main va y aller. L'information proprioceptive, je sais où est mon corps dans l'espace, j'ai pas besoin, une fois que j'ai visé à peu près où je dois poser le verre, j'ai pas besoin de regarder ma main, je sais où est ma main, je peux déposer le verre sur la table. Et mon sens vestibulaire, qui me maintient en équilibre pendant que je fais tout ça. C'est extraordinaire, c'est le sens kinesthésique, la capacité à bouger. Et il faut des années pour maîtriser les choses. Alors, vous savez, on entend parfois de la science-fiction, on imaginerait qu'on se retrouve dans le corps de quelqu'un d'autre. En fait, ça ne marcherait pas. Il a fallu, vous voyez les adolescents qui sont maladroits tellement ils grandissent vite, qui se cognent, qui renversent des trucs, parce qu'il faut des années pour s'adapter à ce corps changeant. Alors imaginez votre corps, sa largeur, son épaisseur, etc.
Eh bien, si du jour au lendemain vous vous retrouveriez avec un autre corps, il faudrait un certain temps d'adaptation pour arriver à maîtriser ce corps. Ça a l'air de rien, mais c'est chacune des cellules de mon corps qui me donne une information. Chacun des muscles, tendons, articulations, bouts de fascia, qui informent mon corps via les propriocepteurs de sa position dans l'espace. Et donc ce serait une catastrophe si on me changeait comme ça de corps, je serais complètement perdu, je trouverais ça tout bizarre, ce serait sans doute une sorte de torture incroyable. Vous voyez, sans aucune, enfin, on est très loin du truc, mais vous voyez bien qu'on est habitué à conduire une voiture et qu'on passe à une autre voiture, plus petite, plus grande, la pédale de frein, l'accélérateur, le boîtier de vitesse, tout est un peu différent, et en général, en quelques minutes, on s'adapte. Moi, je suis toujours sidéré par les garagistes qui prennent n'importe quelle voiture et qui la démarrent sans caler, et qui arrivent à jauger tout de suite le frein, l'embrayage, etc. C'est tellement différent d'une voiture à l'autre. Et on s'habitue tellement vite à une voiture. Ben, une voiture, c'est rien. C'est rien le nombre de paramètres par rapport à notre corps. Voilà, le levier de vitesse, les 3 pédales, voilà, la dureté, je sais pas, du volant, de 3. Voilà, il y a peut-être, je sais pas, allez, on va dire 20 paramètres différents entre une voiture et une autre en étant large. Le corps, on parle de milliers, sans doute de dizaines de milliers, de centaines de milliers de paramètres inconscients et donc réflexes. Un peu à la baguette de tout ça, comment à l'organisation globale de tout ça, on trouve justement notre réflexe tonique labyrinthique qui va organiser tout ce qui est antéro-postérieur, tout ce qui est chaîne kinétique en lien avec le système vestibulaire. Et ça, c'est fait automatiquement chez le bébé jusqu'à temps que progressivement on maîtrise la gestuelle de la marche et de la course à pied et de la coordination de tout ça avec nos mains et avec notre tête. Et à ce moment-là, le réflexe disparaît progressivement, enfin il disparaît progressivement. Et puis vers 2-3 ans, il est complètement intégré parce qu'il a été remplacé par d'autres réflexes qui sont des réflexes dits posturaux, des réactions posturales que sont, et là j'ai fait un podcast sur le sujet, le réflexe de stabilité et le réflexe de gravité, qui sont très importants, et le réflexe de protection, et le réflexe de redressement de la tête oculaire et labyrinthique, voilà. Donc ce RTL va passer la main à ces réflexes-là, qu'on gardera tout au long de notre vie, mais il était essentiel pour la mise en place vraiment de notre posture, de notre sens kinesthésique. Donc on dira jamais assez l'importance de ce RTL. Alors évidemment, quand il n'est pas intégré, ce réflexe, ça va créer des tas de choses au niveau postural, puisque quand on voit le lien très fort entre le système vestibulaire et le système musculaire, eh bien, on voit l'importance qu'il revêt. Alors, avant d'en parler plus, il faut savoir quels sont les mouvements les plus importants dans le développement de l'enfant par rapport à ce réflexe. J'ai envie de dire plusieurs choses. Évidemment, tout ce qui va être tactile, le fait de toucher l'enfant, de porter l'enfant, lui donne des tas de stimulations tactiles et vestibulaires. Vous imaginez un enfant qui est mis dans un dispositif toute la journée, ou ne serait-ce que laissé dans son lit ou laissé au sol sans être porté, a pas de stimulation, peu de stimulation vestibulaire. Il va avoir les stimulations intrinsèques qu'il va faire par ses propres mouvements. Mais c'est autre chose que de recevoir du mouvement en permanence. Pensez que nous nous sommes fabriqués pendant 9 mois dans le ventre de notre mère en recevant des informations sensorielles en permanence, en particulier des informations de mouvement. Vous allez me dire, non, pas pendant 9 mois. Si, quasiment pendant 9 mois, parce que le sens vestibulaire, retenez ça, c'est bien pour briller en société, le sens vestibulaire est le premier à se développer et le premier à être mature. Le premier sens mature chez l'être humain, et sans doute chez tous les animaux, c'est le sens vestibulaire. Tous les animaux qui ont un vestibule. Une oreille interne et un vestibule. C'est très différent chez les poissons que chez nous, les mammifères. Vous avez entendu parler des 12 paires de nerfs crâniens, dont il y a le fameux très célèbre nerf vague, mais aussi le nerf trijumeau au niveau de la face, et puis aussi le nerf oculaire, moteur, etc. etc. Eh bien, dans ces 12 paires de nerfs crâniens, le premier qui se myélinise, qui a terminé son isolation électrique en quelque sorte, c'est le nerf qui s'appelle le nerf vestibulo-cochléaire, du vestibule et de la cochlée, c'est-à-dire le nerf de l'audition
et du système vestibulaire de l'oreille interne. Le premier. Donc le premier sens qui se développe in utero très très tôt, c'est la perception du mouvement. Et c'est parce qu'on perçoit du mouvement que les connexions musculaires vont pouvoir s'établir. Donc, nous nous sommes développés en recevant des informations vestibulaires constantes. On est dans un bain d'informations vestibulaires par le simple fait que notre mère respire. Et à chaque respiration, nous sommes bercés. Et puis évidemment, tous les mouvements que fait la mère, marcher, courir, danser, faire l'amour, aller travailler, etc., etc. Imaginez que ça s'arrête du jour au lendemain. Du jour au lendemain, après la naissance, on pose le bébé, il n'a plus aucune stimulation. C'est un changement qui serait extrêmement violent. Aucune société humaine ne fait ça. Les bébés ont toujours été portés pendant plusieurs mois après la naissance, pour des raisons très simples. Il faut revenir toujours à mon histoire de préhistoire. C'est ça qui nous permet de tout comprendre. Hein. Je l'ai déjà évoqué. Rien en biologie n'a de sens, si ce n'est à la lumière de l'évolution, a dit Dobianski. Rien en biologie, il a dit, n'a de sens, si ce n'est à la lumière de l'évolution. Donc, si on veut comprendre comment se développe correctement un bébé, il faut comprendre la longue évolution des espèces et la longue évolution humaine. Tous les bébés singes, réécouter le réflexe de Moreau, réécouter le réflexe d'agrippement, tous les bébés singes sont portés pendant plusieurs mois par leur mère. Tous les bébés humains, ce sont que nous sommes des sortes de grands singes, nous faisons partie des grands singes, des primates. Tous les bébés humains sont portés pendant plusieurs mois. Si vous laissez un bébé, c'est la préhistoire, que vous visualisiez la préhistoire au fin fond de l'Afrique, Afrique du Sud, ou que vous visualisez la préhistoire au temps des grottes de Chauvet il y a 50 000 ans ici en Europe ou en période glaciaire, ça ne changera rien. Vous ne laissez pas un bébé qui vient de naître seul pendant que vous allez faire la cueillette ou la chasse. 1. Régulation de la température. 2. Alimentation n'est pas autonome. 3. Les bêtes sauvages. Sont 3 éléments qui font qu'on ne laisse jamais nos bébés seuls. Ils vont se faire bouffer par une bête sauvage, ou ils vont... si c'est en Afrique, vous les laissez au soleil, ils vont mourir déshydratés comme de nos jours quand on les laisse dans une voiture. Si c'est chez nous à l'ère glaciaire, ils vont mourir de froid. Et 3, ils ont besoin d'une nourriture, j'ai envie de dire autant émotionnelle que physique, régulière. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe chez un bébé humain si vous le laissez seul et que vous le posez et que vous vous éloignez? Il va hurler, il va pleurer. Tous les bébés humains pleurent quand on les laisse seuls. C'est un signal qu'il dit « je vais mourir si tu me laisses ». Et ça a été la vérité pendant des millions d'années. Donc les bébés humains ont besoin d'être portés pendant les premiers mois. Alors je sais que ça choque des gens quand on dit ça, oui, gna gna gna, de nos jours, etc. Oui. Mais le problème, c'est que nos bébés humains sont préhistoriques et naissent dans un univers industriel qui ne correspond pas. Il y a, j'en ai parlé dans des épisodes précédents, une inadéquation entre ce à quoi le bébé s'attend pour son développement optimal et la société dans laquelle nous vivons. Et ça peut ne pas plaire, mais c'est ainsi. La société contemporaine ne propose pas, dans le mode de vie d'aujourd'hui à l'occidental, quand je dis la société contemporaine, ce sont les valeurs occidentales du XXIe siècle, ne correspondent pas sur beaucoup de points aux besoins physiques, psychiques et cognitifs du bébé. Le bébé est fait pour être porté. Mais je dois retourner au travail. Oui, mais moi je milite pour que les mères aient 3 ans j'avais déjà dit dans un épisode de podcast, 3 ans d'allocation maternité où elles puissent faire une pause de 3 ans sans aucun souci en étant payées à plein temps. Je me dis, ça va coûter cher, tu vois pas, tous les problèmes d'argent qu'on a, le budget de la Sécu, le budget de l'État et tout. Mais en fait, ce qu'on voit pas, c'est que c'est un investissement qui économisera, je sais pas, 10 fois, 100 fois plus à la société en termes d'allergies, maladies, asthme, troubles du développement, troubles de l'attachement, troubles d'apprentissage divers et variés qui coûtent des milliards en orthophonistes, en rééducation, en psychomotricité, en
psy, en médecine, tout le trouble au niveau du microbiote, tous les troubles, bref, la liste serait longue, tous les problèmes qu'on a aussi parce qu'on ne bouge pas assez, etc., etc., etc. Je pense qu'en faisant ça, on économiserait des milliards et des milliards, mais bon, bref, peu importe, on n'est pas là pour refaire le monde, mais je ne peux pas rester politiquement correct quand il s'agit de dire que nos enfants sont en souffrance et on en voit aujourd'hui le prix. Il est quasiment... Allez, dans une classe ordinaire, on trouve plus d'enfants en difficulté que d'enfants qui sont épanouis et qui vont bien. Je dis toujours en blaguant, mais ce n'est pas une véritable blague, bientôt il y aura une aide derrière chaque enfant, soit sous forme d'ergothérapeute, d'aide ou d'enfant qui ne soit pas médiqué parce qu'il a un trouble du développement, parce qu'il a un trouble des apprentissages, parce qu'il a un trouble du spectre autistique, parce qu'il a un TDAH, un trouble d'attention accompagnée ou pas d'hyperactivité. Aujourd'hui, les enfants qui vont bien sont l'exception et plus la norme. Donc il y a vraiment quelque chose qui dysfonctionne en profondeur. Alors tout n'est pas dû à ce que je viens d'expliquer. Il y a l'alimentation, il y a plein d'autres choses, la pollution, les perturbateurs endocriniens. Je viens de lire encore, hier est sortie une nouvelle étude sur de nouveaux perturbateurs endocriniens qui ont un impact avéré sur les comportements des enfants. Voilà, donc bref, la liste des problèmes aujourd'hui est infinie par rapport à ça. Tout ça pour revenir à notre fameux réflexe tonique labyrinthique qui dit que l'enfant a besoin de stimulation. Il a besoin, on va dire, les 3 premiers mois. Allez, on va dire, d'un point de vue purement intégration motrice primordiale, les 3 premiers mois, l'enfant est fait pour être porté au maximum, pour réguler sa chaleur, pour réguler son sommeil, pour réguler son alimentation, pour réguler ses émotions, pour stimuler son système vestibulaire, avoir des informations sensorielles. Il est fait pour être porté. Mais évidemment, je suis en train d'accuser personne. Moi-même, je n'ai pas pu faire ça avec mes enfants parce que un enfant et 2 parents, moi j'étais dans le meilleur des cas, et souvent c'est un seul parent, ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas, avec 2 parents, porter mon enfant en permanence. C'est impossible. Il faut toute une tribu pour élever un enfant. Quand nous avons un enfant, un bébé, dans une tribu, l'enfant est porté par plein de gens, à la fois par d'autres enfants, par des adolescents, par des jeunes adultes, par des adultes, et surtout par les grands-parents de la tribu, pendant que les parents sont à la chasse ou à la cueillette ou fabriquent différentes choses. Donc les enfants nécessitent toute une tribu pour en élever un seul. Et ce faisant, il a énormément de stimulation qu'il n'a plus aujourd'hui. Voilà, ou très très peu. Donc voilà pour la prévention au niveau du réflexe tonique labyrinthique, mais on continue dans la même idée. L'enfant a besoin ensuite d'être mis au sol, et non pas dans un Yupala, dans un trotteur, dans un baby relax, dans un siège incliné, dans un transat ou que sais-je, parce qu'il va avoir besoin de se retourner, dos, ventre, ventre, dos, pour organiser le tonus de sa posture, avec le poids énorme, 1/3 du poids du corps, vous vous rappelez, de sa tête, et de stimuler ainsi ces différentes chaînes antéro-postérieures. Il a besoin de se retourner dos, ventre, ventre, dos pour avoir des stimulations vestibulaires, pour avoir des stimulations proprioceptives, et pour avoir des informations tactiles, parce qu'il se roule sur son propre corps, il permet de sentir les limites de son corps, vous vous rappelez. On ne peut pas changer de corps comme ça, parce qu'il y a des millions de propriocepteurs partout qui doivent être informés. Donc il y a des récepteurs tactiles, des récepteurs liés à la pression, des récepteurs liés au mouvement, et tous ces récepteurs ont besoin d'avoir des informations permanentes pour pouvoir dire j'existe, voilà où est mon corps, voilà où il finit, voilà où il commence, voilà comment il bouge, voilà comment l'organiser, et c'est en étant dans des bras puis au sol où l'enfant va pouvoir stimuler tous ces mécanismes-là. Et puis ensuite, donc les retournements dos-ventre-ventre-dos sont cruciaux, essentiels au développement de l'enfant. Et donc ça sous-entend que s'il est laissé dans un parc où il ne peut pas beaucoup bouger, ça ne va pas suffire. Je dis toujours aux jeunes parents, si vous avez l'intention d'avoir des enfants, il va falloir abandonner les idées de mobilier dans la maison et de maison propre et de beau mobilier. En général, quand on se met en couple, on s'achète le canapé, les beaux tapis, on refait la peinture de la maison. Je dis non, il va falloir attendre que les enfants soient grands avant de faire tout ça. Les enfants vont tout massacrer parce que leur environnement est un terrain de jeu. Donc là, il y a un choix à faire.
Quelle est ma priorité? Mon confort personnel et le look de ma maison, ou le développement cognitif et sensoriel de nos enfants? Et c'est pas une histoire de les enfants rois. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des enfants sains et équilibrés? Un enfant sain et équilibré a besoin d'un terrain de jeu. Si vous ne vivez pas dehors, le terrain de jeu sera la maison. S'il n'y a pas d'arbres et de parcs et de forêts et de plages où l'enfant peut explorer tout ça tous les jours, eh bien, ce sera dans la maison qui sera retournée. Donc c'est un choix à faire. Alors je sais que certains disent que je suis peut-être élitiste ou quoi que ce soit, et que il faut être riche ou quoi que ce soit. Je ne suis pas entièrement d'accord avec ça, vous vous en doutez, puisque dans des tribus pauvres ou dans des gens qui vivent dans des conditions à la campagne ou quoi, l'enfant peut avoir les bonnes stimulations. Donc je ne crois pas que ce soit une histoire d'argent, même si ça facilite évidemment, si vous pouvez acheter une grande maison avec un grand terrain de jeu pour les enfants, évidemment. Mais je pense que tout simplement, on n'a pas fait les choix sociétaux qui permettent ça. C'est-à-dire que, par exemple, au Danemark, on n'a pas le droit, tenez-vous bien, de construire une école, les plans d'architecture, si de là où est assis chaque enfant dans la classe, il ne peut pas voir la nature. Vous avez entendu ce que j'ai dit? D'où que je sois assis dans la classe, je dois pouvoir voir la nature. C'est une question de survie. Eh bien, nos villes, nos villages pourraient être organisés différemment, nos écoles pourraient être organisées différemment. Je vois ces écoles maternelles dont on a occulté toutes les fenêtres, soi-disant pour des prétextes de vigie pirate, faits par des gros, je retiens mes mots, pardon, des ignares incompétents qui pensent qu'on va protéger les enfants en faisant ça, tout en dégradant leurs compétences cognitives. Les enfants ont besoin de voir à l'extérieur, ont besoin de savoir ce qui se passe, ont besoin de voir les arbres, ont besoin de voir les saisons, ont besoin de voir la lumière naturelle. Et c'est un besoin, c'est pas un désir. C'est-à-dire que si on empêche ça, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans les écoles maternelles françaises, ou pire, là, je viens de déposer ma petite fille de pas encore 2 ans à la crèche. Vous croyez qu'il y a une seule fenêtre dans la crèche? Ils sont élevés au néon. J'ai regardé les jouets 100% pur plastique de la crèche. Je ne critique pas les gens de la crèche, si elles m'écoutent, etc. Je critique la loi. Il ne devrait pas être autorisé d'avoir des crèches, des écoles maternelles ou primaires, sans que les enfants ne voient la lumière naturelle, sans que ce soit ouvert de tous les côtés, sans qu'il y ait des arbres, de la nature, des fleurs autour. Et c'est tout à fait possible. Et là encore, ça économiserait des milliards à la société sur la santé, sur l'apprentissage, sur le bien-être, y compris des personnels qui y travaillent. Vous voyez, on parle du RTL, ça c'est typiquement intégration motrice prémondiale, mais on ne peut pas parler des réflexes sans comprendre pourquoi on a ces réflexes, d'où ils viennent ces réflexes, comment ils se sont forgés au fur et à mesure des millions d'années. Et forcément, ça nous amène un regard sur les enfants, le développement des enfants. Donc, est-ce que notre société privilégie ou pas le développement de nos enfants? Clairement, on peut dire que la grossesse, la naissance, les structures pour la petite enfance sont, je vais parler pour la France, mais en gros dans le monde occidental, une catastrophe. Et je me permets juste de répéter les mots comme des gens comme Michel Audin ou d'autres gens qui disent, par exemple, l'humanité survivra-t-elle à la naissance socialisée? La naissance telle que nous la créons aujourd'hui est, et je pèse mes mots, une catastrophe épidémique qui va générer des troubles. On peut dire aujourd'hui que les naissances hospitalières telles qu'elles sont faites aujourd'hui dans la grande majorité des cas, je n'ai pas dit 100%, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas des super médecins, des super sages-femmes, des gens qui réfléchissent, des gens qui font les choses différemment, des gens qui écrivent des bouquins et qui font des réflexions, mais ils sont à l'encontre du système. Mais dans l'immense majorité des cas, on a une situation iatrogénique, on crée des problèmes. On crée, aujourd'hui on sait tous les problèmes de microbiote qui vont créer des problèmes de maladie, y compris jusqu'à Alzheimer. Et on sait à quel point un bon microbiote est important pour tout ce qui est le psychisme, les émotions, la santé, l'autisme, la concentration, etc. On crée des difficultés émotionnelles, des difficultés cognitives,
Bref, à tous les niveaux, c'est iatrogénique. La prise en charge de la grossesse aujourd'hui est catastrophique, la naissance catastrophique, les crèches catastrophiques, les petites écoles catastrophiques. Encore une fois, nous rencontrons régulièrement des gens extraordinaires qui travaillent dans ces structures. Mais malheureusement, la plupart, au bout de quelques années, quittent le système qui écrase les individus qui, en particulier, veulent faire du bien, humaniser les choses, etc. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des systèmes étatiques sans vision réelle et qui ont la seule vision, c'est le rendement, le fric, alors que en plus, c'est même pas vrai. Parce que si les choses étaient faites correctement, on économiserait des milliards. Mais c'est parce que c'est une vision politique à court terme. Voilà, l'IMP fait de la politique. Je me lâche aujourd'hui. Tout ça en partant du RTL. J'ai tellement à cœur ce réflexe, le développement des enfants, le lien entre le système vestibulaire, le corps. Et je vois tellement, je veux dire, pendant près de 30 ans, j'ai eu un cabinet avec des enfants en difficulté scolaire. Et évidemment, ça ne me satisfait pas de travailler avec des enfants en difficulté scolaire sans comprendre quelle est la cause. Pourquoi on se retrouve avec cette explosion d'enfants en difficulté, d'enfants malheureux, d'enfants aujourd'hui où on a une explosion de suicides, on parle d'enfants de 10 ans. Comment c'est possible de ne pas remettre en question notre société, de ne pas être en colère, de dire hey, « Paul, gna gna gna, gna gna ». Comment c'est possible de se taire aujourd'hui et ne de rien dire sur la destruction que nous faisons de nos enfants, la destruction de l'environnement, la destruction sociale, surtout qu'aujourd'hui on a d'immenses chercheurs en France, j'ai cité Michel Audin, mais on pourrait citer Boris Cyrulnik, qui ont écrit livre sur livre et qui ont basé tout leur travail sur des milliers et des milliers de recherches scientifiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait scientifiquement l'impact des naissances, des modes d'accouchement, des prises en charge que l'on fait, de la manière dont on s'occupe des enfants, de la manière dont le réflexe d'attachement, l'attachement n'est pas mis en place. On sait à quel point tout ce système est délétère. On sait que, je veux dire, on sait qu'on ne devrait pas donner des antibiotiques et on continue à le faire, et on en donne à nos veaux. On sait qu'on ne devrait pas utiliser des pesticides et on continue à en mettre. On sait qu'on devrait, on le sait scientifiquement tout ça. Voilà. Et puis après, on va dire, le travail sur réflexe archaïque, c'est pas scientifique, c'est pas bien. Mais arrêtez. Le scientifique, c'est que quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange, pour attaquer quelqu'un, on dit c'est pas scientifique. Mais en rien, les politiques publiques sont basées sur des choses scientifiques. Sans quoi, les rapports du GIEC et autres sur le réchauffement climatique auraient fait qu'on change toute notre civilisation. Elle n'est pas soutenable. Voilà, là je vais trop loin, je sens que je vais trop loin. Revenons à notre RTL, des tas de gens vont quitter le podcast. Et veuillez m'excuser, c'est pas une tribune politique, hein. Voilà, vous êtes tout à fait libre de penser ce que vous voulez et en total désaccord avec moi. Le réflexe tonique labyrinthique va être majeur parce que, et c'est là où j'en viens, il organise les chaînes kinétiques avec le système vestibulaire et je vous ai dit que le système vestibulaire et le système proprioceptif fonctionnaient avec un troisième système, vous vous rappelez ? Le système visuel. On a 3 systèmes. Si l'un des 3 systèmes, on imagine comme un triangle, est déficient, on va dire, eh bien ça va impacter les 2 autres. Les 2 autres vont devoir compenser. Comme aujourd'hui, et désolé pour mon grand détour, la quasi-totalité des enfants sont en souffrance, sont en carence proprioceptive, tactile, motrice, musculaire, eh bien ils vont compenser au niveau visuel. Et on se retrouve aujourd'hui avec des statistiques où on dit que 80% des humains ont besoin d'une correction visuelle. 80% des humains porteront des lunettes. Ça là, c'est pas anodin du tout cette statistique. Parce que les humains, leur sens prédominant, c'est le sens visuel. Et tout d'un coup, on dit 80% des humains ont leur sens prédominant défectueux. Défectueux. C'est comme si on imaginait que demain, il y avait une épidémie et que les chiens avaient tous un problème d'odorat. Ou les requins, qui sont tellement forts à ce niveau-là. Ou, je ne sais pas, ou les chauves-souris de sonar. Ou les dauphins. Tout d'un coup, 80% auraient une déficience. Vous trouvez ça normal, vous ? Ça prouve bien qu'il y a quelque chose dans notre milieu,
dans notre mode de vie qui est profondément dysfonctionnel pour que notre sens prédominant dysfonctionne. Une des explications, ce n'est pas toutes les explications, il y en a beaucoup d'autres, et j'en connais beaucoup pour avoir étudié le sujet depuis longtemps, et d'avoir donné des cours sur l'amélioration de la vision pendant longtemps. Une des raisons, c'est les carences proprioceptives, tactiles, vestibulaires, qui font qu'on doit recruter le système visuel au niveau postural, pour des choses pour lesquelles il est normalement, il doit fonctionner à un certain degré, où il doit surcompenser. Si j'utilise mon système visuel pour surcompenser au niveau postural, il va être moins performant pour voir. Et je vais devoir mettre des lunettes. Alors ça va se transformer en myopie, en presbytie, en astigmatisme, en ce que vous voulez, en fatigue visuelle. Mais l'œil va souffrir. Il y a des tas d'autres raisons. Le spectre solaire complet, le nombre d'heures passées dehors, l'oxygénation, la pollution, la nutrition. Il y a plein d'autres raisons. Je n'ai pas dit que c'était la seule, mais c'est une des raisons. Ce qu'on constate, nous, c'est que les enfants ou adultes qui n'ont pas bien intégré le réflexe tonique labyrinthique ont des difficultés au niveau visuel de type, alors non pas de type, comme je viens de le dire, presbytie, machin et tout, mais de type concentration visuelle, écriture, lecture, mémorisation. Ils vont avoir du mal. Oui, parce que les yeux sont accaparés par autre chose. Je l'ai dit dans des podcasts précédents, la posture est prioritaire sur tout, y compris sur la cognition. Donc mon corps cherche à organiser posturalement les choses. Moins je bouge, plus ça devient difficile. Plus la posture devient déficiente et voûtée et avachie, etc. Et plus ça me demande un effort au niveau visuel et auditif pour me concentrer. La posture est la base de tout. Vous connaissez l'adage qui nous date de nos ancêtres très anciens qu'on n'a pas assez écouté ? Un esprit sain dans un corps sain. Notre esprit ne peut pas fonctionner correctement dans un corps qui dysfonctionne au niveau postural. Or, ça dit juste quelque chose qu'on sait depuis toujours. Les enfants, pour bien apprendre, ont besoin de bouger. Ils ont besoin d'aller dans la cour de récré. Ils n'ont pas besoin qu'on les punisse, ceux qui ont du mal à ne pas faire la récré. La récré est une obligation. Il est interdit d'empêcher un enfant d'aller en récré. Il est interdit d'empêcher un adulte qui travaille, quel que soit son métier, de faire une pause. Tous les adultes, du moins dans nos pays à nous, je sais qu'il y a des pays où il y a de l'esclavage encore, et où les conditions sont terribles, mais chez nous en tout cas, vous ne pouvez pas interdire à un adulte de faire une pause, que ce soit la pause cigarette, la pause pipi, la pause, ce qu'il a envie de faire, mais la pause est législativement obligatoire. Or, on parle d'adultes qui ont un système nerveux plus mature, qui a moins besoin de mouvement, qui a moins besoin de stimulation, parce qu'il est censé les avoir eus petits, et donc il est capable de mieux contrôler son corps, etc. Chez un enfant, plus il est petit, plus le besoin, c'est un besoin, est gigantissime. Donc empêcher un enfant d'aller en récré, de bouger, de sauter, de courir, de grimper, de jouer avec les autres, de faire du bruit, de crier, etc., c'est lui voler ses besoins, c'est le contraindre, c'est, je pèse mes mots, de la maltraitance. Empêcher un enfant de bouger, c'est de la maltraitance. Donner un écran à des enfants, plusieurs heures par jour, c'est de la maltraitance. Là, ça y est, j'ai perdu les 3/4 de mon audience. Les écrans, un écran s'allume, l'enfant s'éteint. C'est pas de moi, je ne sais pas où je l'ai entendu, je suis désolé, qui est la première personne qui a dit ça. Pendant qu'un enfant est derrière un écran, il ne stimule pas son RTL, il ne stimule pas son système vestibulaire, il ne stimule pas son système proprioceptif. L'enfant doit bouger, sauter, courir, grimper, nager, chanter. Et toute heure passée derrière un écran, c'est du temps où il ne fait pas ça. Alors, l'écran, on peut en passer quelques minutes par jour, mais minutes. Pour moi, c'est 0 minute avant 8 ans. 0 minute avant 8 ans. 8 ans, c'est là où son système visuel est plus mature et il peut commencer à regarder des écrans, très peu, 0 réseaux sociaux, quelques films, bien entendu, quelques petites activités, mais très peu, quelques minutes par jour. Ça, c'est si vous me demandez mon avis, et la plupart des psychomotes, psychologues, spécialistes vous diront la même chose. L'enfant n'a pas besoin d'écran pour se développer, c'est faux. Il a besoin des autres, il a besoin de
communication, il a besoin de sauter, de bouger, de danser, bref, de nager, de jouer en interaction avec d'autres humains. Alors, ce RTL, et j'ai encore beaucoup à dire sur ce sujet du RTL, il va avoir besoin que l'enfant puisse se retourner, j'étais parti de là, dos, ventre, ventre, dos. Il a besoin de marcher à quatre pattes, et il a besoin de sauter, il a besoin de courir, et tout ce que je viens de dire, encore et encore et encore dans sa petite enfance. Donc il a besoin au maximum d'aller dehors. Voilà. Nous sommes des animaux, on l'oublie, et les animaux vivent dans un biotope. Alors nous, ce sont les arbres, c'est la mer, c'est la montagne. Et c'est ça qui est génial pour nous, c'est que certains animaux non humains, sont associés à un biotope unique et ne peuvent pas en sortir. Nous avons une énorme compétence d'adaptabilité et nous pouvons nous épanouir très bien dans plusieurs biotopes. On peut s'épanouir très bien dans le désert, on peut vivre, et il y en a les Inuits qui vivent dans des froids extrêmes, d'autres dans des bédouins chauds plus extrêmes, moins 40 pour les uns, plus 40 pour les autres, dans certains cas. D'autres peuvent vivre, on pense à nos amis tibétains en haut de montagnes gigantissimes où il y a très peu d'oxygène et ils peuvent s'y adapter et y vivre et s'y épanouir. D'autres vivent sur des îles. Voilà, on peut avoir des humains partout, et tenez-vous bien, pour continuer avec les aspects politiques que j'ai dit tout à l'heure, il y a même des humains qui sont capables de vivre dans des villes au XXIe siècle et qui arrivent à survivre. Difficilement, mais y arrivent. C'est vous dire à quel point notre capacité d'adaptation est gigantissime. On est capable de manger la nourriture industrielle et pas de mourir tout de suite, tellement éloigné de nos besoins vitaux. C'est vous dire, et c'est peut-être ce qui nous perdra tous, c'est comme on a une énorme capacité d'adaptation, on ne se rend pas compte à quel point on a changé l'environnement à un rythme tellement vite qu'à un moment donné, nos corps ne peuvent plus suivre, et c'est ce qui se passe avec l'apparition de nouvelles maladies, aujourd'hui dites de civilisation. Alors, pour résumer un peu les fonctions du réflexe, c'est assez énorme, hein. Si on regarde ce qui est dit chez Sally Godard-Blight, si on regarde ce qui est dit chez Mazgutova et chez d'autres, on trouve un grand nombre de fonctions. Nous, en IMP, on en a listé, bon, il y en a qui sont des fonctions redondantes, mais voilà, il va préparer le bébé au retournement, à la reptation, aux quatre pattes, il favorise le bon tonus musculaire entre les chaînes antérieures et postérieures, il favorise une bonne posture, que ce soit à l'école ou au bureau, que ce soit assis ou debout, la bonne coordination entre la tête et les jambes, permet d'avoir une bonne statique debout et aussi de bien marcher, de se coordonner, favorise l'aisance dans le sport, la course, la marche, etc. Le bon déroulé du pied. Il développe des bonnes connexions entre le système vestibulaire, proprioceptif et visuel. Et de là, justement, il met en place un bon système oculomoteur, une bonne perception visuelle, en particulier tout ce qui est vision proche-loin. C'est pas une histoire de droite-gauche, vous l'avez compris, le RTL, mais de tout ce qui est proche-loin, loin-proche. Donc tout ce qui va être la convergence ou la divergence. Ça va soutenir toutes les capacités d'apprentissage de ce fait, au niveau de la lecture, de l'écriture, de la concentration. On va s'apercevoir que ce RTL est très fortement lié à tout ce qui est les mécanismes de motivation, d'intérêt, de vigilance, de réactivité. On est plus à l'aise dans tout ce qui est se repérer dans l'espace, donc tout ce qui est les liens spatio-temporaux, faire des liens de cause à effet. Tiens, ça c'est la cause de ça, parce que tout est organisé dans mon corps, je peux mieux voir les organisations à l'extérieur de moi. Et en gros, on dit que ça favorise, puisque je suis bien connecté un peu de partout, entre visuel, proprioceptif et musculaire, ça va favoriser l'estime de soi, la connexion à ses émotions, à ses sensations. Et c'est logique. Donc vous voyez, c'est pour ça que je m'emporte un peu en parlant de société, de ceci, de cela, parce que en fin de compte, plus on va développer ce type de mécanisme réflexe, plus on va laisser l'enfant développer sa motricité, plus il va être à l'aise dans son corps, dans ses émotions, dans sa cognition. Et c'est pour ça que je dis, je n'aime pas parler chiffres, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les enfants soient heureux et les humains soient heureux et que la civilisation soit plus fonctionnelle que dysfonctionnelle, mais que on peut parler chiffres, ça nous économiserait tellement de milliards. Ce que je disais, cette proposition de loi de faire 3 ans de congé maternité pour les mères, mais évidemment, c'est juste anecdotique, ça, c'est pas ça qu'il faut, c'est changer tout le système, tout ce qui est la grossesse, les naissances,
la petite enfance, puis la mère toute seule, elle ne peut pas tout faire, comme je vous l'ai dit, il faut toute une tribu, il faut changer les crèches, il faut y changer l'alimentation, il faut éduquer les gens, il faut laisser de la motricité libre et bouger les enfants, il faut créer des parcs partout, on ne devrait pas avoir d'école éloignée d'un parc, toute école doit être dans un parc, et toute école doit être pour moi associée à des maisons de retraite, c'est indispensable, et pour le développement de nos enfants, en particulier des tout petits, euh, et pour le développement de nos aînés, que les deux soient mélangés. Toutes les écoles doivent être, toutes les parcs, cours de récréation qui existeraient, seraient partagés et par les enfants et par les personnes âgées. Les enfants passeraient du temps avec les personnes âgées qui leur raconteraient des histoires et qui ont une patience infinie pour jouer et raconter des histoires encore et encore, quand les autres adultes n'en peuvent plus. Et toutes ces personnes âgées pourraient aider pour les devoirs, le calcul, le machin, les trucs. Et ça stimulerait nos personnes âgées qui éteigneraient un peu leurs écrans, parce que c'est aussi délétère pour les personnes âgées que pour les enfants, qui bougeraient plus, qui activeraient plus leurs neurones. Ce serait bénéfique pour tout le monde. La loi doit faire en sorte qu'il n'est pas possible d'ouvrir une école hors d'un parc et hors d'un, comment on dit, moi je dis maison de retraite. Voilà. Donc, maison de retraite doit être construite dans des écoles qui sont eux-mêmes dans des parcs. On n'a pas idée, parce que les personnes âgées, rien que pour penser à elles, ça coûte des milliards, tous les problèmes de santé cognitive, physique qu'elles ont. En mettant des enfants et en les rendant plus, en étant plus stimulés par la présence des enfants, je pense qu'on économiserait là aussi des milliards. Je pense que mes idées vont sauver la France. Alors, pour ceux qui savent pas, ça s'appelle du second degré. Hein. Bah, après. Et je ne me présente pas aux élections de rien du tout. Schème, synergiste et antagoniste, oui, on finit toujours par ça. Des suggestions pédagogiques, là je ne vais pas m'attarder dedans aujourd'hui, l'épisode de podcast est déjà trop long, mais vous les connaissez maintenant, je les ai déjà dites au fur et à mesure du podcast, quelles suggestions pédagogiques on peut faire pour participer à l'intégration de ce réflexe. Mais évidemment, je vous l'ai dit, le RTL, alors il faut dire les RTL, hein, le RTL en flexion et le RTL en extension. Bah, le RTL en flexion, il va être associé au paume-bouche de Babkin, si vous vous rappelez cet épisode. Vous comprendrez pourquoi, parce que quand on pousse dans la paume du bébé, il incline la tête de ce côté-là. Donc le RTL et le Babkin vont ensemble. Ça aide en quelque sorte à amener la main au visage. C'est lié au redressement de la tête, au réflexe de positionnement abdominal, et au Moro en phase 3. Alors le Moro de phase 3, hein, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode de podcast, le Moro, il y a 3 phases. 1, ouverture, 2, fermeture, 3, je prends le bébé dans les bras. Donc à la phase 3, le RTL en flexion ramène à ça. Par contre, le RTL en extension est directement lié au réflexe de Landau, je l'ai évoqué tout à l'heure, et au réflexe spinal de Pérez. Écoutez les épisodes de podcast que j'ai fait sur ces sujets-là. Et plus proche du Moro en phase 1 dans son aspect structurel d'ouverture. Où le Moro, hein, vous savez, le bébé, il part en arrière, en extension. Donc ça, c'est les schèmes synergistes, agonistes, qui vont dans le même sens que le RTL. En revanche, évidemment, il faut qu'il y ait quelque chose qui contrecarre ce RTL au fur et à mesure pour qu'il puisse s'intégrer. Je vous ai dit, il va se transformer. Et je le rappelle, il va se transformer en réflexe de gravité, en réflexe de stabilité, en réflexe de protection, en réflexe de redressement de la tête oculaire et labyrinthique surtout. Mais on va avoir un certain nombre d'autres réflexes qui permettent de l'intégrer, qui travaillent différemment, comme la marche automatique, qui organise le mouvement des membres, comme l'allongement croisé, qui permet de libérer, de conscientiser une jambe par rapport à l'autre, comme le mouvement de reptation. Vous voyez, tout ce qui va être mouvement croisé va participer à l'intégration du RTL. Donc voilà en gros ce que je voulais dire sur ce réflexe tonique labyrinthique. C'est sans doute un des réflexes les plus essentiels. Parce que si ce réflexe dysfonctionne, il va impacter bien sûr le développement de l'enfant. Mais plus tard dans la vie, on a souvent ce réflexe qui souffre, parce qu'on est assis toute la journée, avec notre lourde tête en haut, avec une posture qui n'a pas de variété de vitamines posturales. Et donc très vite dans la vie, on recrute le RTL qui va engager des postures dites avachies, et qui va nous affecter au niveau visuel, qui va nous affecter au niveau du dos, qui va nous affecter au niveau de notre marche, de notre dynamisme dans la vie de tous les jours, dans nos capacités de concentration. Et puis pour terminer, c'est très important chez les personnes âgées. Chez les personnes âgées, ce réflexe, eh bien évidemment, je vous ai dit,
s'il n'est pas stimulé comme il faut, eh bien, il va ressurgir et va créer des tas de difficultés au niveau postural avec un peu ces positions un peu dites de vieillissement, d'avachissement, comme si la gravité avait gagné, nous avait écrasés vers le sol. Ça, c'est parce que le RTL se réactive alors qu'il devrait être intégré, parce qu'on manque de marche, parce qu'on manque de réputation, parce qu'on manque de position accroupie, parce que globalement, on manque de mouvement. Et du coup, ça va nous créer beaucoup de souffrance en vieillissant. Donc il est important de stimuler notre système vestibulaire proprioceptif. Donc ça veut dire qu'il est important de faire bouger les personnes âgées. Proprioceptif, qu'elles aient des informations, qu'elles bougent, et tactile et vestibulaire. Donc ça, c'est très important, ces stimulations-là. En IMP, on va proposer les bercements rythmés, on va proposer plein d'intégrations tactiles, mais évidemment, vous pouvez masser vos personnes âgées, vos aînés, etc. Tout comme nos bébés avaient besoin intensément d'être massés et stimulés pour qu'ils grandissent correctement, nos personnes âgées en ont tout autant besoin, pour les mêmes raisons, en fin de compte, du système nerveux. Ils ont besoin de mouvement, ils ont besoin de stimulation vestibulaire. Et évidemment, on pense aux personnes en situation de handicap qui, elles, gardent très souvent toute leur vie un RTL, on va dire, problématique. Et donc chez les personnes en situation de handicap, il y a plein de stimulations qu'on va pouvoir proposer qui sont importantes. Le gros avantage, évidemment, je ramène toujours à l'intégration motrice primordiale. Le gros avantage en intégration motrice primordiale, c'est qu'on a une vision très large des choses. On ne va pas se contenter de dire on va faire un remodelage du RTL. Bon, vous avez vu que je me suis un peu emporté de parler de choses sociétales, les enfants, les machins, les trucs. Mais tout ça nous apporte à réfléchir. Quand quelqu'un vient nous voir dans notre cabinet ou quand on fait des conférences ou des formations ou quoi, auprès de personnel, par exemple de crèche, ça nous arrive de le faire, ou dans des écoles, ça m'est arrivé très souvent d'aller dans des écoles, eh bien, on va chercher à faire de la prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Pas que pour le RTL, bien sûr, pour l'ensemble du développement de l'enfant ou du bien-être des personnes âgées, etc. Donc, comme en RTL, on vise très large et qu'on parle de toutes ces causes probables, de toute l'importance du développement de l'enfant, etc., on va avoir plein de pistes. Mais aussi au niveau des outils qu'on va utiliser, on va voir beaucoup de choses, puisque l'IMP est une synthèse, donc on ne se limite pas à une approche. Donc on aura des techniques tactiles, on aura des techniques vestibulaires, on aura des jeux, on aura des activités de sac de grains, on aura des bercements, on aura des centaines de mouvements, on aura des techniques de respiration et on aura les automassages. Donc tout ça nous fait plusieurs centaines de techniques, jeux, activités, mouvements qu'on va pouvoir utiliser au cas par cas et adapter. On n'est pas tributaire d'une école qui dit la manière de réintégrer les réflexes, c'est ce truc-là, ou c'est ce truc-là, ou c'est ce truc-là. Nous, on est en désaccord avec ça. Parce que ce qui compte, c'est pas de chercher à intégrer un réflexe. On veut les intégrer, tous les réflexes. Mais ce qui compte, c'est de créer l'environnement, le mode de vie le plus propice à l'intégration naturelle des réflexes. C'est comme l'histoire des vitamines. Bien sûr, on peut prendre des tas de vitamines sous forme de pilules. Vitamine A, vitamine B, vitamine C, on en a tous pris, la vitamine C, je sais très bien. Oméga 3, vitamine D. Mais on sait que l'idéal serait d'avoir ces vitamines dans notre nutrition, dans notre nourriture, dans notre mode de vie. Pour la vitamine D, si on allait dehors tous les jours et qu'il y avait suffisamment de soleil, parce que là je vais dehors tous les jours, mais je n'ai pas de vitamine D. Là, je n'ai pas vu le soleil depuis des semaines et des semaines. J'ai vu quelques minutes hier, donc j'en ai profité pour faire un tout petit truc dans le jardin, mais c'était quelques minutes, pas heures. Bon, c'est comme ça. Mais on sait que dans l'idéal, on pourrait manger tout ce qu'il faut pour avoir tout ce qu'il faut et qu'on n'aurait pas besoin de manger de vitamines. On sait bien que c'est ça, l'idéal. C'est la même chose au niveau des réflexes. On ne devrait pas avoir besoin de faire des techniques d'intégration de réflexes. Si on met en place, si on a un mode de vie optimal, il y a besoin de rien d'autre. Si on avait une tribu pour élever nos enfants, si on faisait du massage régulièrement les uns les autres, si on avait des interactions plus positives, on n'aurait pas besoin de l'IMP. Mon rêve, c'est que l'IMP disparaisse. Je sais que ça n'arrivera pas, ni de mon vivant, ni pour... allez, je ne vais pas être pessimiste, mais pas avant quelques siècles. Voilà, c'est comme ça. Bon, peut-être pas quelques siècles, en tout cas plusieurs décennies, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Michel Audin dit on n'est jamais à l'abri d'une prise de conscience, d'un changement sociétal phénoménal, de révolution. Je suis moins positif que lui, mais le changement est de toute façon la seule porte de sortie, et ça commence, comme l'a fait Michel Audin toute sa vie, par changer la manière dont on fait naître nos enfants, dont on s'occupe de nos femmes enceintes, dont
dont on met les bonnes conditions pour que ça se passe naturellement. J'ai parlé, alors je ne sais plus dans quel podcast, de ce fameux réflexe d'éjection du fœtus. Si on met les bonnes conditions en place, la naissance se passe, dans plus de 90% des cas, totalement naturellement, sans aucune intervention extérieure. Aujourd'hui, on a 90% d'interventionnisme dans les naissances, quand l'OMS nous dit qu'on ne devrait avoir que moins de 10%. Donc ça prouve qu'on fait les choses complètement à l'envers. Ce qui se passe pour les naissances, où on fait tout à l'envers, n'importe comment, en dépit du bon sens, sans aucun respect justement de la science, qui nous dit qu'on ne devrait intervenir que dans moins de 10% des cas, et donc de mettre en place les bonnes pratiques, ça se passe la même chose pour ensuite l'allaitement, pour le développement du bébé, etc., etc. Donc voilà, je suis parti de ce RTL pour évoquer plein de sujets, y compris des sujets de société. J'espère que vous n'êtes pas trop choqués par mon discours. Je suis toujours ouvert à la discussion. Voilà, évidemment, je suis convaincu de ce que je dis, dans le sens où bah, j'ai passé 30 ans au cabinet avec des enfants en difficulté scolaire en cherchant à comprendre le pourquoi de cette situation-là. Normalement, le système nerveux humain, le cerveau humain, le corps humain est fait pour apprendre. Nous sommes des apprenants exceptionnels et extraordinaires, avec des capacités d'adaptation, d'apprentissage phénoménales, le plus de toute la création, sans doute le plus de tout l'univers. Bon, ça, je ne sais pas. Ça, je m'avance un peu pour tout l'univers. En tout cas, de toute la planète, de tout le système solaire, je peux dire. Au moins, c'est sûr pour le système solaire. Donc voilà, je vous remercie de votre patience, de m'avoir écouté jusque-là. C'était un podcast long, j'en ai bien conscience, mais je pense que c'était justifié par ce sujet, par ce réflexe majeur, qui est tout aussi important pour l'apprentissage, la cognition et la posture que d'autres réflexes qui sont souvent plus connus, comme le Moro ou le réflexe tonique asymétrique du cou, ou le symétrique du cou, ou d'autres. Donc je vous remercie, je vous souhaite merci de m'avoir écouté sur ce long podcast, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast En balade avec Paul.